Hello, coucou, ça fait longtemps, on est content de vous retrouver dans notre 3e épisode podcast de Sharing Community. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est développement personnel, quête de soi, quête d'identité, qui est-ce qu'on veut représenter dans la société, pour notre famille, mais aussi pour nous-mêmes, parce que je crois qu'il y a quand même parfois, pas tout le temps, des distinctions à faire. Et je crois que souvent, c'est un sujet assez négligé, parce que comme on l'a dit dans les épisodes précédents, on est souvent submergé par plusieurs choses, questionnements, responsabilités, travail, pression externe, interne de notre famille, etc., de la société. Donc du coup, on ne va pas forcément tout le temps prendre le temps de se poser et de se dire, OK, qui est la personne que je veux devenir, quels sont mes traits de caractère, car au final, on rentre dans une nouvelle phase, je crois, et donc parfois, il y a des choses qui vont rester les mêmes, parce que la base solide reste la base solide, mais il y a quand même des choses qui vont quand même changer, car tu deviens adulte, comme on l'a dit, tu deviens un peu plus responsable, donc du coup, il y a certaines choses, ou même activités, que ce soit professionnelles ou même privées, qui vont changer, et je crois que c'est quand même un aspect négligé, mais super important à maîtriser pour pouvoir continuer cette aventure d'adulte, de transition post-études vers adulte. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu discuter de ça et partager sur nos expériences. Ouais, je pense vraiment que c'est l'objectif, c'est de aider les personnes à trouver progressivement leur place dans le monde, parce que c'est pas facile. À l'école, quand on est petit, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie plus tard, donc on nous aspire plus à penser sur ce qu'on va faire plus tard en termes de métier, alors qu'on est hyper jeune, on sait pas c'est quoi nos affinités dans la vie, nos intérêts, et finalement cette introspection de soi, on la fait moins, alors que plus on avance dans l'âge, j'ai l'impression plus c'est un truc qui nous revient au visage. Exactement. Sachant qu'il y a des gens, ils font des crises de quarantaine, des trucs comme ça, il y a des gens qui tombent dans des crises existentielles, et c'est intéressant parce que la question de l'identité, c'est quelque chose qui évolue et qui est toujours là, et surtout c'est vraiment toujours quelque chose qui revient, quoi, tu vois. Exactement. Donc je trouvais que c'était vraiment essentiel de faire ce podcast pour vous aider à trouver votre place, effectivement, mais aussi pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place. Et voilà, on est toujours dans cette politique d'inclusion, de partage, de famille, comme on disait. Voilà. Et voilà. Top. Alors voilà, on va commencer. Moi, honnêtement, je crois que ça a été l'une... Bon, j'ai souvent dit ça dans les épisodes précédents, mais là, vraiment, ça a été vraiment un combat. Vous voyez, les combats de la vie, pour moi, ça a été un combat, car je l'ai dit, je te l'ai dit à toi, je vous l'ai dit aussi à vous, parce qu'on est devenus proches. J'ai été toujours quelqu'un qui a été dans le people pleasing, et j'ai eu cet aspect un peu caméléon, donc de m'adapter souvent aux autres. Et donc, je crois que quand tu es étudiante ou bien quand tu es jeune, c'est assez facile parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on apporte moins de valeur quand tu es jeune et tu es étudiante par rapport à ton identité que quand tu es vraiment adulte et qu'on a vraiment cette attente-là de toi en mode tu es quelqu'un de responsable, donc tu dois un peu savoir qui tu es et vers où tu vas aller. Et donc du coup, moi j'avais vraiment ça passait flex en fait en tant qu'étudiante de plaire un peu à ces amis-là, de plaire à ce prof-là, de plaire à mes parents parce que... Et du coup, moi-même je me perdais un peu et du coup j'avais pas encore cette nuance d'expliciter mon identité. Et donc en étant adulte, j'avais ce questionnement de qui je veux devenir, quel travail je veux faire, qui est-ce que je veux être dans la société, qui est-ce que je veux être pour moi-même surtout. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé à me poser les vraies questions et que je me suis dit, mais en fait, je me connais pas du tout. Je me connais, oui, j'ai les bases, je suis quelqu'un voilà, de gentil, je sais bien étudier, j'ai quelques défauts, je suis impatiente, mais vraiment la personne que je voulais être dans la société et même pour les miens, j'avais pas encore une définition spécifique. Et donc du coup, c'est là où, comme tu as dit, ça te rattrape tout le temps, mais j'ai l'impression que la phase adulte, pendant la phase adulte, ça m'a encore plus rattrapée. Et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment une période assez difficile. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un contexte qui optimisait ça ? Tu m'as dit quand même que tu as grandi en Flandre, etc. Donc, c'est-à-dire ? Tu m'as dit que ça a quand même influencé le fait que tu te fondes dans la masse. Oui, bien évidemment. Ça, c'est les raisons pour lesquelles, mais ça reste quand même, comment dire... Effectivement, c'est les raisons en fait, pour lesquelles j'ai dû
j'ai dû être comme ça, on va dire. Là, je dis ça parce que je me reconnais dans ton parcours à ce niveau-là, mais moi plus à l'université. Mais après, je te laisse terminer ce que tu disais. Ok. Effectivement, donc le fait que voilà, je suis un peu dans le monde flamand, je devais m'adapter. Et donc, du coup, ça, c'était un peu les raisons pour lesquelles j'étais comme ça. Mais du coup, quand tu es adulte, tu dois trouver un peu des solutions pour justement changer cette manière de faire, parce que plaire toujours à tout le monde, c'est parfois te déplaire à toi-même sans que tu le saches. Et donc, du coup, je crois que c'est important de se poser les bonnes questions, de parler, que ce soit avec tes amis, avec tes parents, qu'est-ce que tu aimais faire avant, tester des hobbies, apprendre à connaître d'autres personnes. Et même si je sais que c'est difficile parce que voilà, tu es là, tu veux d'abord, souvent, opter pour optimaliser ce domaine professionnel, donc bien prester au boulot, ou bien fonder ta société, ou bien être entrepreneur, faire un business plan pour ce qui te plaît. Mais je crois que en fait, ta propre vie, ta propre quête de toi-même, c'est aussi un business plan sur lequel tu dois vraiment travailler aussi sérieusement que les autres aspects. Moi, pour ma part, en réalité, comme j'avais expliqué dans le premier épisode, je m'étais décrite sur plein de casquettes, plein de trucs, plein de machins. Et en fait, ce qui est terrible par rapport à moi et la manière dont je me définis, c'est que je trouve que ma personnalité et ce que je suis, ça se confond beaucoup avec mon métier, tu vois. Et en fait, c'est certains chocs de la vie qui te poussent des fois à devoir vraiment réfléchir au-delà de ta casquette professionnelle, au-delà de qui tu es avec tes amis, tu vois. Et je pense que c'est des chocs de la vie, comme je disais, qui m'a poussée à faire de grosses introspections sur qui je suis, ce que j'aime pas, qui je veux être, qui je veux devenir, qui je suis, point. Les grandes questions de philosophe. Genre, des grandes questions de philosophe où, tu vois, la vie, elle est tellement hard, elle est tellement dure que tu fais tu vois, parles avec le cœur, là. Ouais. Tu fais un état des lieux, tu vois des galères que tu as vécues, etc. Et tu te rends compte que, punaise, ça, c'est mon parcours et que c'est aussi ces éléments qui font qui je suis, en fait, tu vois. Donc, tu réfléchis à qui t'es et en fait, c'est tout ça. Tu te rends compte que tu es vraiment le fruit de tout ça. Effectivement. Et justement, en traversant cette période difficile, genre quand mes proches me parlaient, ils me disaient « Mais regarde, t'es une fille incroyable, tu fais ça, ça, ça ». Ils ne citaient que des accomplissements professionnels. Et j'ai compris que mon problème en moi, c'est que ma valeur, elle se définit toujours par rapport à ce que je sais faire, tu vois. Et pas juste par rapport à le fait d'exister un point trait, tu vois. En tant que mari fidèle. En tant que mari fidèle de Singuisé. Et que, en dehors de mes casquettes de professionnelle, etc., merci beaucoup et tout, c'est super. J'ai des faiblesses, j'ai une personnalité, j'ai des forces, j'ai des défauts, même si je dis toujours que j'en ai pas beaucoup. Mais tu vois, genre, c'est ça en fait, tu vois. Et je pense que peut-être il y a des gens qui nous regardent qui vont peut-être plus s'identifier par rapport à ça. Et je pense aussi que c'est optimisé par le contexte familial et culturel dans lequel on a vécu. Moi, en tant qu'Africaine et tout, on valorise tellement beaucoup les diplômes sur les enfants. Donc, il y a différents types de diplômes. En plus, on est des meufs. Donc, il y a le diplôme de l'école, le permis de conduire et le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que tu es une femme accomplie, tu es un individu accompli. C'est ça qui fait ton identité. Et en fait, moi, c'est cette introspection, ça m'a vraiment invitée à revenir à moi sans tous ces trucs-là, tu vois, sans tous ces artifices, sans toutes ces acquisitions, mais juste moi, quoi, tu vois, en tant qu'être singulier. Mais je crois que dans ton cas, en fait, pourquoi souvent on va ressortir cette casquette-là de doctorante sociologue, c'est parce qu'en fait, c'est l'une des choses que tu montres le plus, on va dire, à l'extérieur, et c'est l'une des choses qui te passionne beaucoup. Et aussi, c'est quelque chose de très exposé, de très voyant, de très dominant dans ta personnalité, même si ça ne fait pas toute ta personnalité. Je crois que c'est pour ça tu insinues que chaque fois que je parle, je fais de la sociologie, quoi. Non, pas tout le temps, mais je sais que c'est une de tes casquettes quand même qui, tu vois, elle est là. Même là, elle est là. Et je crois que, mais par contre, je suis d'accord avec toi que beaucoup, et ça m'a fait penser quand tu as dit ça, beaucoup, tu vois, quand on te pose des questions... genre présente-toi ou bien genre souvent on va dire commencer avec le travail et j'ai l'impression que en fait tu te définis vraiment souvent par ton travail et ça parfois c'est dommage parce qu'au final comme tu as dit t'es quand même mis à part le travail oui ça définit un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais mais peut-être que ça matche
pas totalement avec la personne que tu veux représenter ou bien des choses un peu plus profondes qui sont peut-être plus intéressantes ou vraiment qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. De ouf. Donc ça, c'est un bon point que souvent on se définit par notre travail, mais au final, on n'est pas que des numéros qui travaillons, ou bien on a quand même une autre spécificité, et ça, je trouve que c'est un bon point de ne pas toujours se définir que par ce qu'on travaille, ce qu'on fait en fait. Mais alors justement, en dehors de ton travail, toi, tu es qui alors? Et des questions. Non, on est en thérapie, hein. On n'est pas en podcast, on est en thérapie. Qui je suis? Alors, je crois, comme j'avais dit au début, je crois que je suis quelqu'un avec beaucoup d'espoir. J'ai remarqué que j'ai ce côté vraiment optimiste. Je suis quelqu'un de très sensible, même si je ne veux pas toujours le montrer. Et susceptible aussi. Je suis quelqu'un qui est vraiment solaire, qui est serviable aussi, mais qui, mine de rien, est aussi de temps en temps impatiente. Et tout ça, c'est des choses que j'ai vraiment appris récemment, tu vois, par rapport, même avec le travail, avec la famille, tes relations sociales. Tu apprends un peu qui tu es, donc je peux me définir comme ça, comme quelqu'un de jovial, serviable. Je ramène quand même mes petits défauts, impatiente, susceptible, et aussi quelqu'un qui est débrouillard. Ça, c'est important pour moi. C'est comme ça que je me définirais. C'est une bonne définition? Ouais, je trouve. Et toi? Pour ma part, je pense que... moi, c'est pas plus par rapport à des traits de personnalité, mais c'est plus par rapport à des passions. Okay. Genre, j'adore la musique, j'adore l'art, j'aime les gens, j'aime les gens, j'aime bien être en compagnie. Ouais. Tu vois, je suis plus extravertie, tu vois. Ouais, je pense que je suis très résiliente aussi, genre plus combative que je ne le pense, hyper sensible aussi, enfin hyper empathique, pas hyper sensible, hyper empathique, je pense, et aussi hyper critique aussi, je trouve. Et je réfléchis beaucoup, hein. Mon défaut, ma qualité. Ce qui va bien, ce qui est bien pour ton travail. Ouais, ce qui est bien pour mon travail, mais parfois pour le lâcher prise, c'est pas top, et aussi parce que tu complexifies tout, tu vois, et ça c'est pas bien, même pour parfois des choix de vie, même pour traiter l'anxiété. Ça aussi, j'ai un côté très anxieux. Ça, voilà, c'est un truc sur lequel j'aimerais vraiment plus travailler, voir la vie un peu plus à la cool, être plus positif, lâcher prise, tu vois. Mais je trouve que t'es quand même assez positif. Je trouve même si t'es dans la liste, Ah, donc en cachette. Non, on est positif pour les autres, tu vois. Positif, c'est ouais, t'as besoin de coaching et tout. Force, je vais t'en donner. Mais est-ce que c'est quelque chose que je me donne à moi-même? Est-ce que tu te coaches pas toi-même? Non, mais j'essaye d'évoluer. D'évoluer. Quand je disais je vous disais en début d'introduction que je faisais des introspections, c'est aussi sur cet aspect-là, essayer de rester positif, de plus prononcer des trucs négatifs sur moi-même ou sur ce que je fais, tu vois, apprendre à être ma meilleure amie, tous ces trucs-là, tu vois. Du coup, voilà. Et c'est quoi le processus qui t'a accompagné durant cet état des lieux, par rapport au fait que comment t'as fait pour apprendre à te connaître, ou bien c'est juste naturellement que par rapport aux expériences que tu as vécues, il y a vraiment des choses que tu as mis en place pour vraiment un peu voir tes défauts, tes qualités, ou bien quelle personne t'aspirait. Ce serait un mensonge de te dire que genre je sais qui je suis, c'est bon, ça accomplit. Comme tu dis, tu vois, c'est quelque chose qui évolue. Et précédemment, je me rappelle d'avoir dit que j'ai l'impression que j'ai toujours le cerveau de la fille de 24 ans. En tout cas, un cerveau qui était bloqué au Covid. Tu vois ce que je veux dire? Et je remarque que c'est au fur et à mesure des expériences en fait que je commence à découvrir certains traits de personnalité, mais je me rends compte aussi que je commence à grave changer d'avis sur certains sujets politiques. Et un truc qui va vraiment élargir mes horizons, je te jure que c'est voyager. Je te jure, voyager. Ça m'a permis aussi de comprendre à quel point, en fonction d'un endroit où tu es, ton identité, elle change. Tes aspirations, elles changent. Tu vois d'autres manières de fonctionner, etc. Tu vois. Et ça te fait sortir un peu de ta petite bulle. Et tu vois, des fois, dans ce genre de situation où, en tout cas dans le cas de mon métier, j'ai souvent été seule, c'est là où tu apprends vraiment à te connaître. Tu dis, ah ok, je suis comme ça, ah d'accord, je suis comme ça, tu vois. Ah, je suis plus cette personne-là, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ce qui m'a
poussé ce qui m'a permis d'arriver là où je suis, c'est aussi mes erreurs, tu vois. Les moments où j'ai floppé, je me suis plus reconnue, où j'ai ressenti un désalignement, parce que justement, comme on cherche un peu cette idée de comment trouver sa place, c'est quand, moi j'essaie vraiment d'être à l'écoute de ce que je ressens, c'est quand je ressens le fait que je suis plus alignée à mes valeurs, tu vois. Ça, c'est vraiment un sentiment qui dérange, vraiment, tu vois, qui dérange tu vraiment. sens que tu es traître à toi-même, voilà, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, tu continues à faire cette bêtise, cette tu vois, genre, mais tu sens que tu es traître à toi-même, et je pense que c'est en se confrontant à toutes ces limites, à ces redirections, que tu commences à te trouver, te comprendre, tu vois ce que je veux dire. Et aussi avoir la capacité aussi de se mettre dans une posture où tu dois toujours te challenger, genre même tes convictions, tes croyances, et genre vraiment je dis gare aux personnes qui ne changent jamais d'avis. Moi c'est ma phobie, tu vois, ceux qui n'évoluent pas dans leur avis, dans leur point de vue. Moi je trouve que c'est vraiment un problème, et que genre vraiment on doit jamais être sur des bases acquises, sur la manière dont on se pense en tant qu'individu, même ses valeurs politiques, ses valeurs individuelles, ses rapports aux autres. Donc vraiment voilà, c'est vraiment ça qui m'a aidé à me définir. Donc je pense que c'est vraiment des introspections avec moi, des expériences de la vie, mais aussi des interactions avec les autres fatalement, vu que voilà, on a tous ces éléments qui se déploient autour de nous. Non, je suis totalement d'accord. Je crois que clairement il y a 2 éléments qui sont importants, c'est l'écoute de soi, donc son ressenti par rapport à nos expériences. Donc effectivement, si tu vois que par exemple tu vis certaines choses avec une certaine personne ou avec une certaine situation, et que tu vois que ça te plaît pas trop, ou bien tu vois que ça te fait plaisir, ben là déjà tu peux déjà constater et te dire ah ok, ce genre de situation ou ce genre de personne là j'aime bien, donc je vais accepter ça dans ma vie, et si ça revient et que c'est pas une situation que j'apprécie, ben ça je peux mettre dehors, donc faire le tri. Ça c'est bien, donc l'écoute de soi. Il n'y a pas meilleur que ta propre voix en fait, et je crois que mais je crois que c'est important aussi, parce que parfois on peut tellement nous écouter, et parfois ça peut, comment dire, pas toujours être traite, mais je crois que c'est important aussi d'avoir l'expérience et la vie des personnes qui te connaissent aussi, qui ont grandi avec toi. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, mine de rien, on a déjà parlé, je crois, au premier épisode, c'est beaucoup discuter, apprendre, vraiment prendre le temps de parler avec mes parents, en fait. J'avais lu un livre, 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Je crois que c'est la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation et l'abandon, je crois. C'est les 5 blessures que l'humain a souvent. Et souvent, ça vient de tes parents, de comment eux, ils t'ont traité. Et donc, parfois, quand tu analyses comment tes parents t'ont traité, ou bien ce qu'eux, ils ont vécu, ce qu'eux, ils ont porté, tu peux vite comprendre la manière dont tu t'exprimes, ou bien dont tu te sens. Et donc, franchement, j'ai vraiment pris le temps de parler avec mes parents, et j'ai remarqué, par exemple, juste un exemple de mon vécu à moi, et ce qui peut être intéressant aussi pour vous de plus parler avec vos parents, c'est que, bon, moi, c'était un peu logique, mais donc, tu sais, nos parents ont fui et tout, et j'ai remarqué qu'en fait, quand je parlais avec ma mère, avec mes parents, par rapport à l'injustice qu'ils ont vécue, bah, du coup, moi, je suis quelqu'un, je déteste l'injustice. Genre, j'aime pas l'injustice. Quand quelqu'un est exclu ou quoi, genre, j'aime vraiment pas. Genre, je vais vraiment te défendre, alors que je connais même pas ton histoire, tu vois. Et donc, c'est des petites choses que j'ai apprises sur moi, et je trouve que, franchement, parler avec les siens, même parler avec des amis, comment eux, en fait, parce que souvent, on dit... Ah, je suis comme ça, mais quand tu vas parler avec tes proches, je vais dire 5 personnes qui t'entourent, parce que souvent on dit c'est quoi encore l'expression? On est la somme de 5 personnes qui nous entourent. Voilà. On a essayé ça doit être ça. Et donc du coup, mais eux, ils vont te dire, mais en fait, Clem, ou bien Marie, non, t'es pas comme ça. Parfois même toi, tu me dis, je suis comme ça, et moi je dis, mais non, je vois pas du tout. C'est vrai. Donc je crois que c'est vraiment important, parler avec vos amis, des choses comme ça, pas toujours la fête, pas toujours le sérieux, l'argent, mais aussi vraiment des discussions en vérité. Les gars, moi je me vois comme ça, moi j'ai agi comme ça dans cette situation, est-ce que ça me correspond selon vous? Ça doit pas être leur avis ou leur opinion, ne doit pas être forcément la définition, mais je crois que ça peut être un élément qui va aider à construire justement... Dans ce que tu dis, ce que j'aime bien, c'est le fait que tu mobilises le contexte de la famille. Alors, il y a 2 aspects qui m'intéressent et je voudrais discuter avec toi.
c'est plus l'aspect où tu as dit que ouais, te confronter avec les personnes et le fait que tu ressentes le désalignement, ben, ça te pousse ou l'alignement, ça te pousse à garder des personnes dans ta vie ou bien de les enlever. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de la difficulté d'enlever des personnes de sa vie, tu vois. Et que parfois, on garde des personnes dans notre vie qui ne nous correspondent plus. Parce qu'on est habitué. Parce qu'on est habitué, parce que, allez, il y a des années qui font que, mais je la connais depuis des années, j'ai grandi avec elle, alors que finalement, cette personne, elle ne te correspond plus. Et en fait, je trouve que rentrer dans l'âge adulte, c'est avoir le courage de faire du tri, tu vois. Et c'est aussi avoir le courage, parfois, d'être à contresens par rapport à la famille, tu vois. Exactement. C'est bien, en plus, nous, on est d'origine africaine. Chez nous, le sens de la famille, c'est super important, tu vois. Et je pense que c'est aussi en lien avec nos identités, tu vois, et comment on se ressent. Genre, vu qu'on invite les gens à comprendre leur identité, il y a deux prismes, je trouve. Il y a le côté vision vraiment individualiste, genre qui je suis, moi. Et puis collectiviste, qui je suis, moi, par rapport au village, par rapport à ma communauté, par rapport aux gens qui m'entourent, comme tu as dit. Et je trouve que parfois, dans la manière dont on avance dans la vie, par rapport à ce qu'on ressent, surtout moi, en tout cas, je l'ai ressenti dans ma propre vie, c'est la difficulté à devoir être parfois le mouton noir dans la famille, tu vois. Parce que tu n'acceptes pas tel comportement, parce que, alors que culturellement, tu vois, c'est mal vu, tu vois. Genre, même s'il y a ça et que c'est toxique, tu restes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était vraiment un aspect qui m'a fait vraiment tilter quand tu as parlé. Et puis, un autre aspect, c'était plus que le fait que plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que dans ma place, dans ma famille, influence vraiment la manière dont j'aime être aimée et comment j'aime avoir des amis, tu vois. Et comment je dirige ma vie, tu vois. Je suis la 3e, tu vois, donc je suis vraiment la plus petite. Et donc, je vois que des fois, je prends des décisions genre en mode je m'en fous, tu vois, je pense à moi, tu vois. Comme tu as eu ce luxe-là, peut-être. J'ai ce luxe-là parce que j'ai jamais été la grande sœur, tu vois ce que je veux dire. Je m'inquiète pas pour genre les petits, y a pas. Tu vois, bon, maintenant je vieillis, donc je commence à donner mes petits 10 € aux petits et tout, à mon petit neveu. Les responsabilités. Je commence à avoir cette posture, tu vois, qui se traduit plus dans une posture de tante. Mais ouais, je vois vraiment même la manière dont j'aime bien qu'on prenne soin de moi, qu'on s'inquiète pour moi, tu vois, que ça, c'est vraiment une place dans la famille qui va vraiment influencer comment je suis. Et donc, j'invite vraiment les personnes aussi à faire des introspections aussi sur comment ils ont grandi, dans quel contexte familial, où ils se situent dans la famille. Et ça a tellement d'influence pour se comprendre et en croire que parfois, c'est des traits de personnalité, c'est juste comme ça, que c'est le fruit du hasard. Alors qu'il y a plein d'éléments qui te guident vers cette compréhension de toi à cet endroit-là, tu vois. Non, je suis totalement d'accord. C'est comme... bon, moi, je ne peux pas témoigner de ça, mais c'est comme le syndrome de grande sœur ou bien de la plus grande qui a été un peu la deuxième maman, donc qui a eu beaucoup de responsabilités. Elle n'a pas forcément eu l'oreille attentive pour elle-même. Elle n'a pas eu le temps et le droit de s'exprimer. Et donc, du coup, c'est un peu plus difficile. Enfin, je crois que c'est difficile pour elle parce qu'elle a eu tellement de pression, mais c'est aussi une belle armure qu'elle s'est créée parce que dans la vraie vie, elle a quand même appris à avoir beaucoup de responsabilités à un grand âge, à gérer beaucoup de choses, à gérer beaucoup de difficultés. Et souvent, on dit que quand la grande de famille rencontre un homme qui prend soin d'elle, et ça la fait vraiment du bien parce qu'elle n'a jamais eu forcément ce moment-là où on prenait soin d'elle, vu que c'est elle qui prenait soin des autres. Donc je crois qu'effectivement, c'est une bonne introspection. Moi, j'ai un peu du mal parce que je suis un peu les deux. J'ai un grand frère qui, et pour moi, a été et toujours mon coach, shout out to lui. Et j'ai aussi un peu été la deuxième maman parce que ma mère, elle a eu mon petit frère assez tard. Donc du coup, je l'aidais aussi un peu avec tout ce qui est, prendre soin de l'enfant. Donc du coup, je suis un peu entre les deux. Donc c'est marrant parce que quand j'ai des amis qui me parlent en tant que grande sœur et quand j'ai toi qui me parles en tant que petite sœur, je me retrouve un peu dans les deux vu que je suis au milieu. Donc c'est assez chouette d'avoir un peu les deux visions. Donc, mais je trouve vraiment que dans la place des aînés, en tout cas en me référant à mes amis, mes proches, il y a vraiment ce truc de l'enfant parentifié, genre, et ça franchement c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, genre, comme tu disais, ouais, ok, tu vois comment la vie elle est dure, t'apprends à t'autonomiser, à être responsable de tout ça, mais il y a beaucoup de l'oubli de soi aussi, tu vois, de la dévotion et une posture que tu dois pas avoir parce que t'es un enfant, t'es pas un autre parent. J'ai pas dit que c'était bien, mais j'ai dit que mine de rien, ça t'apprend quand même
Ouais, parce que la vie, elle est dure. La vie, elle est dure à être autonome assez tôt. Mais je trouve pas que, effectivement, je suis pas d'accord avec le fait qu'on doit mettre autant de pression qui est de base, normalement, ta responsabilité en tant que parent sur un enfant. Tu vois, ça, je suis totalement d'accord. Mais non, c'est clair. Je crois aussi que c'est important de parler de comment tu vas t'introduire dans le monde professionnel, en fait. Parce que souvent, c'est pas toujours relié. Et aussi, j'ai déjà parlé du people pleasing, on va pas se mentir, quand tu commences le monde du travail, tu veux un peu plaire au manager, au boss, tu veux un peu faire, pas forcément le toutou, mais tu vas un peu tout faire parce que voilà, c'est ton premier CDI ou bien même que ce soit quelque chose que tu entreprends, tu veux plaire aux clients, tu veux plaire aux fournisseurs, tu veux plaire aux personnes pour attirer des clients, etc. Donc je crois que les premières années, c'est un peu difficile parce que, comme on l'a déjà dit, c'est difficile parce que tu ne prends pas vraiment le temps de te connaître. Plus, il y a tellement de choses auxquelles tu penses. Et plus, tu veux plaire à l'employeur ou bien juste plaire, comme j'ai dit, à ton entourage pour développer ton business. Et donc, je crois que là, Et là, je trouve que c'est difficile parce que tu joues entre une fine ligne entre... Tu dois quand même, en tout cas quand tu es employé, par exemple, tu dois quand même faire certaines choses et plaire à ton boss. Et il y a des choses que tu peux pas forcément montrer, mais il y a des traits de personnalité que tu as dans le privé, mais que tu vas pas forcément montrer dans le monde professionnel. Et donc, je trouve ça vraiment important de définir qui tu es. Mais je crois que c'est pas mal aussi, et moi j'ai un peu du mal à faire ça, je crois. C'est pas mal aussi de te dire, ok, dans le monde professionnel, je vais être telle personne, je sais pas, un peu plus sérieux, ou bien un peu plus, je vais prendre le rôle un peu de manager. Donc vraiment te définir une certaine personnalité et stick to that, vraiment rester aligné avec ça. Et il y a des gens aussi qui se disent, ben non, franchement, le monde du travail, je vais être moi-même. Et donc là, c'est vraiment un peu un choix à faire parce que bon, au final, quand tu es employé, en tout cas, si ton boss t'aime pas et que tu montres que tu es trop peut-être extraverti ou bien que tu fais trop le rigolo, on va pas t'accepter. Donc du coup, là, tu es obligé de t'aligner. Donc je crois que c'est en fait, je trouve que c'est très dur d'équilibrer en fait, d'équilibrer ta vraie personnalité avec la personnalité du travail et à quel moment tu dois un peu switcher, mettre un peu ce masque. Et je crois que c'est un peu difficile. Je vois ce que tu veux dire. Tu as eu un bug, mais maintenant, je crois que je comprends où tu veux en venir. C'est vraiment le fait de devoir s'adapter à un système. Parce que le monde du travail, ça reste un système. Tu peux être là avec ta personnalité, etc. Mais tu ne rentres pas dans les codes, tu sautes. C'est ça. Tu vois, et malheureusement, il y a beaucoup de gens, qui n'arrivent pas à s'adapter au monde du travail. Ils ne comprennent pas qu'il y a un certain code langagier, une manière d'être. Je viens de quartier populaire, donc je sais ce que c'est. Je connais plein de drarés, donc voyous, tu vois, qui étaient dans de grandes entreprises, qui ont fait finance et qu'ils ont sauté parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter, parce qu'ils ne comprenaient pas comment on interagit, tu vois, dans une réunion, tu vois, genre un certain type de langage à avoir, un comportement à avoir, comment relationner. Et c'est super dur, en fait, comme tu dis, de devoir, en fait, dealer entre sa propre personnalité et ce fameux masque que tu dois porter, tu vois. Surtout pour des personnes comme nous, où on nous attend au tournant, tu vois, genre, il faut être deux fois plus... deux fois plus attentif, tu vois, à ce qu'on fait. Et je pense aussi qu'il y a toute cette question de comment ton travail, justement, il peut te poursuivre jusqu'à ton travail, jusqu'à ta maison. Et il faut être capable parfois de pouvoir laisser cette personnalité qui est, par exemple, exactement, cette boss lady, peut-être qui est à la maison, qui est allée au travail, pour rentrer dans ta vraie vie où t'es toi-même, etc. Et je le ressens beaucoup, par exemple, genre moi, à travers mon travail. Comme je t'ai dit, tout le monde me voit tout le temps à travers mon travail, partout et tout le temps. Donc des fois, je suis en soirée et les gens, ils vont venir m'interrompre, ils vont commencer à me faire des débats et tout ça. Hé gars, j'ai pas envie de te faire un cours de sociaux surchargé, tu vois ce que je veux dire. Laisse-moi juste, chill girl, you know, qui veut s'amuser un peu. Juste une meuf chill, laisse-moi chiller, tu vois ce que je veux dire. Et donc je pense que parfois, c'est un peu dur justement d'accepter que voilà, il y a différentes casquettes, il y a différents traits de toi qui, à un certain moment, tu dois les laisser à cet endroit-là qui est dans le monde du travail et puis tu vas pouvoir du coup incarner pleinement ce que t'es. Et c'est pour ça que je pense aussi que ce podcast c'est une invitation à vous challenger aussi, à sortir un peu des sentiers battus, donc des trucs que vous faites de manière
constante ou là où vous êtes dans le confort, mais aussi d'aller vous challenger dans des trucs que vous n'avez jamais testés ou bien des trucs que vous voyez, j'ai envie de faire et tout, mais vous n'osiez pas le faire parce que c'est comme ça qu'on se découvre, qu'on comprend, qu'on se dit finalement on aime bien. Toi et moi, on avait une expérience par rapport à la cuisine, par exemple. On a testé un truc, on croyait que ça allait être trop bien, on a été déçus, on n'est plus jamais retourné. Plus on a avancé, plus on a déchanté, tu vois. Donc vraiment, c'est cette question vraiment de se challenger quoi, pour mieux se comprendre. Non, je suis totalement d'accord. Et je crois aussi que c'est pas plus mal. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a certains standards à respecter dans le monde du travail, mais c'est pas plus mal aussi de savoir, ok, par exemple, je sais pas, j'ai pas envie de travailler dans un cadre trop sérieux, trop froid, ou bien j'ai pas envie de travailler dans un cadre introverti. Je veux que ce soit quelque chose de créatif, d'extraverti. Et je crois que c'est pour ça que pour nous c'est important que vous vous questionnez par rapport à votre identité, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos talents, pour pouvoir aussi faire un tri. Au final, on a parlé de tri de notre entourage, mais faire un tri des entreprises ou bien du business que tu veux entreprendre ou l'entreprise où tu veux travailler. Comme ça, directement, tu peux déjà en fait avoir une sélection plus alignée avec toi-même et ça sera du coup plus facile pour toi de rentrer dans un monde du travail qui va te plaire au final. Donc, je crois que c'est super important. Et je crois que c'est aussi important de trouver quelque chose où, effectivement, parfois, on ne va pas se mentir, le monde du travail, ça exige certains comportements, on le vit tous, mais je crois que ça doit pas te dénaturer de ta personnalité. Si tu vois que que c'est trop éloigné de ce que tu es, là, il faut vraiment mettre un cut. Il ne faut pas se dire, oui, mais c'est le monde du travail, donc c'est pas grave, je vais fake it until you make it. Moi, parfois ça marche, mais parfois je crois que quand c'est malsain, ça peut vite devenir en fait te rattraper quoi. Te rattraper, effectivement. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi. C'est qui Omi? J'ai bien aimé aussi le fait que tu aies dit de tester des choses. Je crois que tu as tout dit en fait. Je crois que c'est le moment en fait où il faut oser, comme on a dit, voyager, même par rapport, que par rapport au travail, mais même genre des hobbies. Aussi, j'ai du mal avec le fait que parfois, un hobby, ça doit être un talent. Mais parfois, c'est juste un hobby, t'es amateur, c'est tout. C'est ça. Moi, honnêtement, comme vous l'avez vu, toujours performer dans le monde. On doit toujours être parfait en fait. Non, tu peux être nul, mais aimer le faire. Moi, par exemple, j'aime chanter, mais je sais pas chanter, tu vois, donc je me fais des petits karaokés tranquilles, sans pression, avec des amis, etc. Et ça aussi, je trouve que c'est important de parfois un peu revenir à l'enfance, parce que souvent on oublie l'enfance, de ce que tu aimais en fait quand tu étais enfant. Et moi, j'ai remarqué, je me dis, mais comment ça se fait que maintenant j'aime trop les karaokés, ça vient d'où? Et je me rappelle qu'à l'époque, en fait, on m'appelait Shakira, parce que tu vois, le son Whenever, j'aimais trop le chanter, j'aimais trop le chanter. Vous voyez, je suis trop excitée, je pense que j'aimais trop le chanter, et je dansais et tout, puis je suis redevenue un peu dans cette phase caméléon, introvertie, donc j'avais un peu moins ce côté extraverti. Et maintenant que je me suis un peu retrouvée, je retrouve ce côté un peu, tu vois, show et tout. Et j'ai trouvé un peu le bon truc, c'est des karaokés, tu chantes, tu fais un petit show, puis basta. Et donc je crois que parfois faire le lien à l'enfance, à ce que tu aimais en tant qu'enfant, ça peut aussi t'aider à un peu te retrouver maintenant en tant qu'adulte en fait. Et je pense aussi qu'il y a des philosophies qui aident, des philosophies spirituelles, religieuses aussi qui peuvent guider les gens à trouver leur place. Et je pense un endroit qui pourrait être bien, en tout cas, je pense qu'on clôture progressivement ce podcast, c'est cette idée de peut-être donner des outils aussi pragmatiques pour les gens, pour qu'ils apprennent peut-être mieux à se connaître. Moi, j'ai commencé à faire du journaling. Donc, en gros, c'est un peu avoir un journal intime à mes grands 28 ans. Mais je te jure que c'est trop pratique, en fait, pour comprendre comment on fonctionne, pour voir... même quand tu écris et que tu remontes, par exemple, quelques semaines avant, tu vois un peu ton évolution. Oui. Tu vois un peu comment était ton état d'esprit. Tu peux voir... que à ce moment-là, tu te sentais moins bien, tu peux avoir plus une idée claire de tes schémas. Et aussi, je trouve qu'on perd la boule quand on n'a pas d'espace d'expression. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que le journaling, c'est un bon espace d'expression. Tu n'es pas obligé d'écrire. Il y a des gens, je sais, qui se filment et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser plein de supports, d'outils aussi pour pouvoir vous trouver vous-même, vous comprendre. Et voilà quoi. Hein. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai commencé le journalisme récemment. C'est vrai?
Mais moi, oui, depuis 2 ans. Ok. Depuis 2 ans déjà. J'ai commencé et ça m'a beaucoup aidée parce que parfois, tu écris ton ressenti et comme tu as dit, tu avances dans ta vie et tu regardes ce que tu as ressenti et tu as dit « Ah oui, j'ai ressenti ça ». Par exemple, si tu as été triste à un moment donné et que par après, tu vois l'évolution et que tu vois que maintenant, tu te sens un peu mieux par rapport à ça, tu peux dire « Ah, mais ça m'a rendu triste et ça m'a rendu heureuse » et tu peux vraiment faire un peu des analyses. Et donc, c'est vraiment chouette. Et aussi, c'est une manière de t'exprimer. Parfois, c'est pas toujours dans les big analyses comme tu as dit, mais c'est juste une manière de ressortir. Et je trouve l'idée pas mal. Elle m'avait envoyé d'ailleurs un TikTok de se filmer en fait et de se poser des questions par rapport à des objectifs que tu veux te mettre ou par rapport à des traits de caractère que tu voudrais avoir ou bien que tu ne voudrais pas avoir et tester peut-être 1 an après et faire un peu un état des lieux. Je crois que c'est des petits outils qui peuvent être sympas. Comme on l'a déjà dit aussi, donc ça, c'est, je crois, l'écoute de soi, donc vraiment se parler à soi-même, que ce soit le journaling, devant le miroir, devant une vidéo, c'est super important de s'écouter soi-même et surtout, n'oubliez pas vos proches, au final, les proches, c'est important, parlez avec vos parents, soyez à l'aise, parlez avec vos amis, parlez même avec vos collègues, faites des sorties de networking pour pouvoir apprendre des nouvelles visions, des nouvelles manières de voir les choses. Voilà, et pouvoir un peu apprendre à vous connaître à travers des événements sociaux. Des événements seulement. N'oubliez pas, je suis flamande. Non, mais voilà, donc c'est ce qu'on vous conseille. Dans ce monde d'adultes, je crois que le plus important, c'est de ne pas vous oublier parce qu'au final, c'est vous le diamant le plus précieux dans cette aventure-là. Donc prenez soin de vous, que ce soit physiquement ou mentalement et surtout n'oubliez pas de profiter de cette aventure car au final, it's all about having fun. Et voilà, on se retrouve bientôt dans l'épisode 4. Love. Bisous.